Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons le chapitre sur l'univers technologique. Après avoir abordé rapidement le concept des liaisons mécaniques que vous aviez vu dans les années précédentes et avoir rappelé quelles sont les différentes fonctions, aujourd'hui on va préciser les systèmes qui permettent ces fameuses fonctions de transmission et de transformation de mouvement, car il en existe plusieurs et il faut les connaître et être capable de savoir quel est l'intérêt de chacun. Donc, on commence avec les systèmes de transmission de mouvement et on va rappeler avant toute chose qu'il existe différents types de mouvements qui ont chacun un nom et un symbole. Donc, dans les schémas de construction, dans les schémas de principe, pour les différentes pièces ou les différents objets qu'on va avoir à étudier, on va souvent revoir ce genre de petits symboles. Donc, lorsqu'on a un mouvement en translation qui existe dans une pièce, on va le représenter par une flèche directe. Lorsqu'on a un mouvement en rotation, c'est une flèche en courbe. Et lorsqu'on a un mouvement hélicoïdal, donc la pièce avance et tourne en même temps, on va faire ce petit symbole-là que vous voyez. Donc, on fait comme une sorte de twist, là, de virage, et on revient. En bref, ça fait comme une sorte de spirale, si on veut. À bien différencier des mouvements qui sont unidirectionnels, donc dans une seule direction, et les mouvements qui sont en va-et-vient, c'est-à-dire qui avancent et qui reculent. Donc, si c'est un aller-retour direct, donc en translation, on va faire une double flèche comme ça. Si c'est un aller-retour en rotation, on va faire une double flèche incurvée comme ça. Et si c'est une rotation en va-et-vient associée à une translation, donc c'est un mouvement hélicoïdal en va-et-vient, on va faire cette petite spirale, ce début de spirale, avec la double flèche. Alors, pour les différents types de transmission de mouvement, ici on voit bien qu'il y a des rotations un petit peu partout. Alors c'est intéressant, ce système est très utilisé en mécanique, donc dans la plupart des objets que l'on fabrique, avec des roues dentées, donc avec des dents, ou on appelle ça également des engrenages. Et donc ce type de roue, c'est intéressant car ça transmet un mouvement de rotation à rotation. Donc si la pièce 1 est en train de tourner, elle va faire tourner la pièce 2, et elle va faire tourner la pièce 3. Mais il faut bien préciser que le mouvement est inversé. Donc la direction du mouvement est inversée. Alors si vous regardez ici, la pièce 1 tourne dans le sens anti-horaire, la pièce 2 tourne dans le sens horaire et la pièce 3 tourne dans le sens anti-horaire à nouveau. Donc il y a inversion du sens de rotation à chaque passage. Alors on se rappellera de ce qu'on avait vu dans le cours précédent que on a également un type de transmission qui est réversible, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire tourner la pièce 3, ça entraînerait bien la pièce 2 et la pièce 1. Alors attention, ça n'est pas toujours vrai qu'il y ait changement du sens de rotation, il faut bien regarder comment les pièces sont accrochées ensemble. Je vais vous montrer des exemples où il n'y a pas inversion du sens de rotation. Donc ce sont des exemples très particuliers, mais c'est quand même à connaître. Donc, vous voyez ici, la pièce 1 est en sens anti-horaire. La pièce 2, donc regardez bien comment les pièces ont été fabriquées. La pièce 2, étant donné qu'elle entoure la pièce 1 au complet, eh bien, elle tourne elle aussi dans le sens anti-horaire. Donc, habituellement, là, c'est juste une petite réflexion à avoir. On essaie de réfléchir et on comprend bien dans quel sens ça tourne. Regardez ici, la pièce 3 est en rotation et la pièce 4 est accrochée à la pièce 3. Elles ont le même centre de rotation, donc elles ont le même sens de rotation. Donc la pièce 3 et la pièce 4 étant unies, liées totalement, eh bien on peut voir qu'il y a conservation du sens de rotation. Donc 4 et 3 tournent dans le sens anti-horaire. Donc il faut bien regarder. Et aussi cette spécificité, donc là c'est dans des roues dentées particulières, légèrement inclinées. On pourrait avoir un sens de rotation qui est modifié en même temps qu'un changement d'axe de rotation. C'est-à-dire que la 5 tourne par exemple on pourrait dire à l'horizontale, alors que la 6 a un axe de rotation vertical. Donc on pourrait changer l'axe de rotation également avec ces petites pièces-là. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on voit. Alors, voilà pour ce que j'étais en train de vous expliquer. On peut aussi avoir des roues de friction. Alors les roues de friction, ça ressemble énormément à des roues dentées, donc on a l'impression que c'est la même chose. Alors pourquoi il existe ce genre de système? Ce sont des systèmes qui ont les mêmes applications que les roues dentées, sauf que si une pièce se met à tourner trop vite, il est possible qu'elle se mette à tourner sans entraîner l'autre. Il est possible qu'il y ait une diminution de la friction et que donc un emballement de la pièce, par exemple, un emballement, ça voudrait dire que une pièce se met à tourner beaucoup trop vite pour quelconque raison, la mécanique, peu importe, eh bien la 2 pourrait, étant donné que la 1 va trop vite, ne pas
tourner, ne pas suivre le mouvement, donc il pourrait y avoir une diminution de la friction ici. Donc ça éviterait éventuellement de briser des pièces. Donc sinon, c'est la même chose, hein, on a changement d'axe de rotation, c'est de la transmission, pardon, changement du sens de rotation, c'est de la transmission. Et donc on est dans la réversibilité, il est tout à fait possible de tourner la pièce 2 pour faire tourner la pièce 1. Donc on passe de rotation à rotation et c'est réversible. Alors là, on a des systèmes un petit peu plus élaborés où on a une pièce de liaison comme la chaîne ici. Alors on a une pièce 1 qui tourne dans le sens horaire. Eh bien la pièce 2, donc la deuxième roue dentée, tourne également dans le sens horaire car la chaîne va transmettre le mouvement et conserver le sens de rotation. Alors pourquoi on rajouterait une chaîne entre deux roues dentées? C'est si on veut garder le même sens de rotation. Et on peut aussi, et on va en reparler plus tard, modifier la vitesse de rotation. Donc ce serait faisable avec ou sans chaîne, mais on peut voir ici qu'il y a conservation, pour l'instant, conservation du sens de rotation, et également réversibilité. Si je tourne la pièce 2, je peux tout à fait faire tourner la pièce 1. Donc là, on a une chaîne qui va relier les deux pièces. Et on conserve le sens de rotation. Ça fonctionne avec les roues de friction. Donc cette fois-ci, entre les deux pièces, on va mettre une courroie qui va servir exactement le même principe. Donc on va conserver le sens de rotation. On est dans la transmission puisque on passe de rotation à rotation et c'est également réversible. Alors là, on va arriver à des systèmes un petit peu plus particuliers où on va changer d'axe de rotation. Donc regardez ici la vis, donc ce qu'on appelle la vis sans fin ici, c'est une vis qui est creusée de manière hélicoïdale et en tournant, donc la façon dont on a creusé l'intérieur, eh bien on peut voir que ça fait avancer la roue dentée qui est en dessous. Donc tant que la vis sans fin tourne, elle entraîne la roue dentée en dessous. Mais attention, si on essaie de faire tourner la roue dentée, eh bien on n'arrivera pas à faire tourner la vis sans fin. Donc la vis sans fin, ça ne fonctionne que dans un sens. Il faut que ce soit la vis qui tourne pour entraîner la roue dentée. L'autre possibilité n'est pas vraie, ça ne fonctionne pas, donc ça n'est pas réversible. On dit que c'est irréversible. Alors on a bien une rotation qui entraîne une rotation, mais on a aussi un changement d'axe. Et aussi, pourquoi on utilise ce système-là? Il y a un très grand changement de vitesse. Donc la vis sans fin peut tourner extrêmement vite, et vous voyez que la roue, ici en dessous, va tourner très lentement. Donc ce serait à utiliser si on veut changer d'axe de rotation et modifier fortement la vitesse. Alors justement, parlant de changement de vitesse, comment on évalue un changement de vitesse en mécanique? C'est relativement simple. Donc il suffit de regarder quelles sont les deux pièces qui sont en train de tourner. Donc là on a des changements de vitesse pour des systèmes en rotation. Pour les roues dentées, et c'est ce qu'on va voir cette année, c'est très simple. Il suffit de regarder combien il y a de dents dans chacune des deux pièces. Donc ici, la pièce 1 et la pièce 2, eh bien on peut, si on compte les dents, on va se rendre compte que il y en a une qui a 2 fois plus de dents que l'autre. Donc la roue 1 a 2 fois plus de dents que la roue 2. Alors ça entraîne quoi comme conséquence? Ça fait que pour que la roue 1 fasse un tour complet, il va falloir qu'elle fasse passer la totalité de ses dents devant ici. Donc on a toutes les dents bleues qui vont passer. Et en faisant passer la totalité des dents bleues, eh bien, ça va faire tourner la pièce 2 fois ici. Vu que la pièce verte n'a que la moitié du nombre de dents, eh bien, le temps que ici on voit toutes les dents passer, ici, il va falloir faire passer 2 fois la roue 2 au complet pour que la roue 1 puisse finir son tour. Alors, vous pouvez regarder, si vous avez du mal à le visualiser, regardez le carré ici. Le temps que le carré 1 fasse un tour complet, regardez ici, on a voilà un premier tour qui vient d'être réalisé. Et le temps que le 1 finisse son tour, on va voir le carré qui revient encore ici à nouveau. Voilà, donc 2 tours, c'est bien ça. Il y a bien 2 tours qui vont être réalisés. Donc on multiplie la vitesse par 2 tout simplement. Donc plus il y a dedans dans la pièce 1 et moins il y a dedans dans la pièce 2, plus on va accélérer la pièce. Alors comment on va faire pour quantifier ça avec des calculs? Eh bien c'est relativement simple. On va prendre le diamètre de la roue 1. Alors diamètre ou nombre de dents, ça fera la même chose. On divise par le diamètre de la roue 2 et on va multiplier la vitesse de départ par ce rapport. Donc vous voyez bien, si la roue 1 a 2 fois plus de dents que la roue 2, donc on met la valeur en haut et la valeur en bas, eh bien ça va faire que la vitesse de la roue 2 va être multipliée par 2. On va y aller avec des valeurs. Donc ici,
Regardez, donc dans le vélo, c'est comme ça que ça fonctionne. On va regarder ici donc la pièce 1, celle qu'on entraîne avec nos jambes quand on pédale. On va compter le nombre de dents, on voit qu'elle en a 24. Ici, on voit qu'on a mis notre chaîne de vélo sur le pignon qui en a 32. Donc, si on fait un tour complet ici avec notre pédalier, on comprend bien qu'on ne fera pas un tour complet en arrière ici. Donc, la vitesse va diminuer. Alors, imaginons qu'on tourne à 60 tours par minute avec nos jambes. On fait 60 tours par minute, donc un tour par seconde. Combien on va avoir de tours à l'arrière ici? Ben, regardez, donc ça c'est notre vitesse de rotation à l'avant ici. La vitesse à l'arrière, c'est la vitesse de rotation à l'avant multipliée par le rapport de combien on a de dents au début divisé par combien on a de dents à l'arrière. Donc, on était à 60 tours minute, on a 24 dents à l'avant et on a 32 dents à l'arrière. Donc, on va diminuer la vitesse de rotation, vu qu'on a moins de dents à l'avant et plus de dents à l'arrière. Donc, on se rend à 45 tours par minute. Donc, je vous laisse mettre une pause si vous voulez, puis bien regarder le calcul. Donc, comme ici, le temps qu'on fasse un tour à l'avant, on n'arrive pas à faire un tour complet à l'arrière, on voit bien qu'on diminue la vitesse. Donc, cette formule fonctionne tout le temps. Je vous la remets au tableau ici devant vous. La vitesse dans la deuxième pièce est égale à la vitesse de la première multipliée par le rapport du nombre de dents de la première divisé par le nombre de dents de la deuxième. Ou, si on vous donne des diamètres, le diamètre de la pièce 1 divisé par le diamètre de la pièce 2. Voilà pour les changements de vitesse. On va en faire un autre rapidement. Donc, vous voyez ici, quand on fait un tour à l'avant, on va faire beaucoup de tours à l'arrière. Vous voyez que la roue est immense à l'avant, et elle est toute petite à l'arrière. Donc, c'est toujours la même, on utilise toujours la même formule. Alors, imaginons que on a 44 dents à l'avant et 16 dents à l'arrière. Quand on va faire un tour complet à l'avant ici, on va faire plusieurs tours à l'arrière. On tourne à 60 tours par minute. Combien ça fait de tours à l'arrière? Eh bien, regardez. Donc, on avait 60 tours minute multiplié par 44 dents à l'avant divisé par 16. On voit bien que ça va multiplier la vitesse, ça va l'augmenter. 44 divisé par 16 fois 60 et on trouve 165 tours par minute. Donc, et à l'arrière, ça tourne très vite. Et c'est pour ça que ça va très vite à vélo quand on est sous ce rapport-là. Et c'est pour ça que c'est dur sur nos jambes aussi. Il nous reste à voir les différents systèmes de transformation de mouvement. Donc, celui-là, vous l'aviez vu en détail les années précédentes. La roue dentée avec la crémaillère, donc le pignon ou la roue dentée tourne et la pièce en dessous s'appelle une crémaillère. Vous voyez bien qu'elle avance en translation. Donc, on passe de rotation à translation. C'est réversible. Si vous bougez la crémaillère, vous allez faire tourner la roue dentée. Donc, transformation, rotation à translation réversible. Bielle et manivelle, la manivelle c'est ici la pièce rouge, la bielle elle est ici en gris. Alors on a donc les pistons, ça c'est dans les moteurs d'auto qu'on va utiliser ce système. On a un système qui tourne, ici vous voyez la pièce rouge qui tourne et vous voyez les pièces grises qui font des va-et-vient en translation. C'est un système qui est de transformation, on passe de rotation à translation, ou l'inverse, donc c'est réversible. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le moteur, ce sont les pistons qui bougent et qui vont entraîner la manivelle et qui donc vont faire tourner les roues. Autre système de transformation, les cames et les tiges poussoirs. Donc les cames tournent et la forme d'œuf que vous voyez ici fait que les tiges poussoirs montent et descendent, mais de manière désynchronisée, donc c'est pas en permanence. Alors, c'est un système qui n'est pas réversible. Si vous essayez de faire monter et descendre les tiges poussoirs, ici, vous n'arriverez pas à faire tourner la came. Et enfin, vis et écrou. Donc, regardez ici, en tournant la vis, on fait avancer l'écrou, ici en vert. Mais si vous essayez de pousser l'écrou, vous n'arriverez pas à faire tourner la vis. Ça n'est pas réversible. C'est un autre système de transformation. Voilà pour ce deuxième cours.